retour dans notre émission avec deux autres titres à vous développer. Il sera question d'un coup de projecteur tout à l'heure sur les équipes qui ont terminé à la deuxième et troisième place de cette CAN. Et puis nous parlerons de la finale de ce 5 février entre le Cameroun et l'Égypte. Notre plateau avec toujours un ancien joueur du Burkina Faso qui a fait une belle carrière aussi du côté d'Ajaccio. C'est Thomas Tapsoba de Bastia. C'est à Bastia. Ouais. Et donc en Corse, bien sûr, et puis nos éditorialistes Mamet Traoré et bien entendu Yacine Bouali. L'instant web tout de suite avec Gaël Onana qui va nous dire encore un petit mot. Gaël, c'est à vous. Alors José, nous invitons les téléspectateurs à répondre à la question suivante. Quelles sont les équipes qui vous ont marqué tout au long de cette CAN? Pour répondre à cette question, ils peuvent nous rejoindre sur les réseaux sociaux avec le hashtag A24CAN 2017 ou nous envoyer toutes leurs réactions à l'adresse can.gabon2017@africa24tv.com. Nous allons donc maintenant passer à l'analyse du match après ce jingle. Et retour sur les équipes qui ont terminé deuxième et troisième dans chaque groupe. Alors pour le groupe A, Gabon et Guinée-Bissau, la Guinée qui n'a pas fait long feu, n'a pas résisté, termine avec donc quatrième avec seulement un petit point. Pour le groupe B, l'Algérie a déçu complètement, troisième avec 2 points et le Zimbabwe quatrième avec 1 point. Pour le groupe C, la Côte d'Ivoire troisième avec 2 points et le Togo quatrième avec 1 point. Et pour le groupe D, Mali troisième avec 2 points et Ouganda quatrième avec seulement un petit point. Alors, qu'est-ce qui vous a choqué? C'est surtout l'élimination de l'Algérie, sans doute, et de la Côte d'Ivoire, peut-être Thomas, non? Ouais, effectivement, au départ, on a tous cru qu'en finale, on allait voir le Sénégal, l'Algérie ou la Côte d'Ivoire, qui ont des très grands joueurs renommés. Et voilà, malheureusement, c'est des équipes sur lesquelles on ne comptait pas qui se sont retrouvées en finale. Et la petite finale également. Oui, Mamet, vous, surtout ces équipes qui ont terminé à la deuxième et troisième place, donc c'est un peu curieux quand même. Hein? Oui, Là, le football peut changer d'un moment à un autre. Hein? Tout à fait. Tout se joue à la préparation qu'on fait autour de l'équipe, tout le staff qu'on met autour de l'équipe. Quand on voit aussi on l'oublie souvent, mais le Gabon, par exemple, qui accueillait cette CAN-là, qui aurait pu au moins se qualifier pour les quarts de finale. Mais avec tous les problèmes qui ont eu lieu dans ce pays-là, même si ça ne peut pas excuser par rapport au football, mais c'est vrai que c'est dommage qu'une équipe qui organise la Coupe soit éliminée dès le premier tour. Oui, alors vous avez parlé du staff, tout dépend de quel staff. L'entraîneur aussi peut parfois s'entraîner de bons techniciens. Hein. Oui, bien sûr. En fait, tout dépend de comment on prépare les choses à des mois avant la CAN, les plans de préparation, la supervision des joueurs. Et puis voilà, c'est tout un ensemble. Donc à partir du moment qu'il y a un problème à ce niveau-là, le reste, c'est difficile de pouvoir maîtriser tout ce qu'on a envie de mettre en place. Oui, Yacine, je reviens vers vous tout à l'heure. Par exemple, le cas de Paulo Duarte. Paulo Duarte, lui, il vit en permanence au Gabon? Oui, il a entraîné le Gabon et moment. Au Burkina, au Burkina, pardon. Oui, parce qu'il a entraîné le Burkina à la CAN il y a 5 ans ou 4 ans. C'est la CAN 2012. Voilà, exactement. Est-ce que ces entraîneurs vivaient sur place? Oui, bien sûr, oui, il vivait sur place et avec son adjoint, puisqu'il a ramené son staff technique en fait, du Portugal. Donc il connaissait très bien les footballeurs burkinabés. Et même quand il n'entraînait plus l'équipe du Burkina, il était permanemment en contact avec les dirigeants et les joueurs du Burkina. Donc il a gardé ce contact-là, ce qui a fait que c'était une petite force en fait pour lui avec les joueurs, d'où la solidarité. Donc il a effectivement entraîné le Gabon, je me souviens. Yacine, vous, qu'est-ce que vous pensez de ces équipes qui terminent deuxième et troisième? Vous avez été choqué par leur élimination. On a parlé de staff technique, notamment Mohamed. Est-ce que vous pensez qu'on peut mettre les staffs techniques en cause? Bien sûr, le staff technique est le premier responsable des résultats de son équipe. Donc on joue comme on s'entraîne. Quand on va prendre l'exemple... L'Algérie, c'est même pas la peine de réfléchir. L'Algérie, quand on voit aujourd'hui tout ce qui ressort des joueurs et l'entourage de la sélection, depuis l'arrivée de l'I15 à la tête de la sélection, déjà ils n'ont absolument rien fait. Ils ont eu un stage d'une dizaine de jours. Apparemment, les joueurs ont passé beaucoup plus de temps à jouer à la belote et à autre chose que de s'entraîner. Donc les joueurs, le discours que leur tenait l'I15, ça rentrait par là et ça sortait par là. Surtout
quand on voit le staff technique qui entoure les 15... Ils sont peut-être responsables aussi, les joueurs. Hein, parce que si le discours rentrait par là, il sortait par là, ça signifie que... Oui, mais quand un joueur, il a en face de lui quelqu'un en lequel il ne croit pas, il ne croit pas au discours de son coach, je pense que le joueur, bien sûr, ils ont une part de responsabilité, parce que c'est eux qui jouent, c'est pas l'entraîneur qui joue. Mais quand on a un entraîneur avec une personnalité, quand on voit le Sénégal, par exemple, avec Aliou Cissé, quand on connaît l'historique de cette sélection sénégalaise, où il y a toujours des problèmes d'ordre d'ego au sein de cette sélection, depuis l'arrivée d'Aliou Cissé, il a mis de l'ordre dans la maison. Ok, on ne va pas ouvrir le débat là-dessus, parce que comme le Sénégal a été un peu plus loin, on parlait surtout du deuxième et du troisième. Le cas de l'Algérie, de la Côte d'Ivoire, le cas du Gabon aussi. Le Gabon, ça ne s'excuse pas uniquement parce qu'avec toute la situation qu'ils ont vécue dans leur pays par rapport à la politique, les joueurs aussi, ils ont leur responsabilité, ils représentent leur pays, ils ont toutes les conditions ont été réunies pour eux pour faire une bonne CAN. Malheureusement, ils virent Paulo Duarte pour prendre Camacho à un mois d'une phase finale de Coupe d'Afrique qu'ils organisent. Je pense qu'il y a la responsabilité partagée entre les gens qui ont viré Paulo Duarte, et l'entraîneur et les joueurs. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que moi, sur ces 4 fois de 8, c'est 8 équipes qui ont été éliminées. Moi, je pense que c'est l'équipe du Gabon et l'autre équipe, le Mali, qui s'en sortent le mieux. Mohamed, est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non? Oui, bon, c'est-à-dire que pour le Mali, par exemple, on a vu des matchs intéressants où on est resté sur notre faim. Par exemple, régulièrement, je suis interpellé quand on parle de l'attaquant Khalifa Koulibaly, on lui dit mais pourquoi il ne jouait pas? C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup des matchs contre l'Égypte, par exemple, contre le Ghana, où le Mali a montré des belles choses, mais malheureusement, pour concrétiser, marquer des buts, ça a été un problème. Et effectivement, quand on n'est pas efficace, on n'y va pas loin. Oui, alors on ne peut pas quand même mettre en cause, on va voir des images de ces deux équipes que nous avons sélectionnées, Gabon et Mali, on ne peut pas non plus mettre en cause la responsabilité d'Alain Giresse. Parce que si les joueurs ne savent pas marquer des buts, on n'arrive pas à marquer des buts, c'est pas la faute d'Alain non plus. Non, c'est-à-dire aujourd'hui, quand en tout cas, le cas du Mali ou du Gabon, par exemple, le résultat, il est là, ils n'ont pas été qualifiés en quart de finale, et la responsabilité incombe à l'ensemble de l'équipe. Et moi, quand je parle de l'équipe, c'est le staff, l'encadrement technique, les joueurs, et puis les dirigeants qui sont autour de cette sélection-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un potentiel qui est là, qui n'a pas été, qui n'était pas parti au bout. Le Mali, on possède dans son sein quand même une pléiade de joueurs. Si on leur met un entraîneur d'envergure, je ne pense pas qu'ils auraient eu les mêmes résultats. Je pense que cette sélection malienne aurait été au moins en demi-finale de cette CAN. Donc Giresse n'a pas été bon, si je comprends bien. N'a pas été bon. N'a pas été bon, il faut le dire. N'a pas été bon. Sa responsabilité. C'est comme il a dit, je pense qu'il a manqué de cohésion au sein du groupe, en fait, de l'équipe malienne. Parce qu'individuellement, les joueurs, ils sont de qualité. Voilà, donc c'est la cohésion. La cohésion, c'est qui l'a créé? C'est l'entraîneur. C'est l'entraîneur. Aujourd'hui, on sait il a une part de responsabilité. Tous les joueurs africains, pratiquement, jouent en Europe. Donc, ils sont soumis aux dates FIFA pour pouvoir créer cette cohésion. Mais quand on est un grand entraîneur, je pense qu'on sait le faire. Pour moi, Alain Giresse ne l'a pas fait. Alors, pour moi, c'est pour ça que je parlais de la responsabilité collective. Parce que pour moi, c'est un peu réducteur de faire porter le chapeau à Alain Giresse. Il y a eu des matchs et des dates FIFA que le Mali n'a pas fait de match amical, par exemple. Or, les matchs et les dates FIFA servent à permettre aux équipes de créer la cohésion. Il y a eu des matchs où le Mali ne les a pas fait. Et ça, est-ce que c'est la responsabilité de Giresse? Justement. Moi, je ne mets pas la responsabilité uniquement sur Giresse. Pour l'organisation des matchs amicaux en Afrique, c'est très compliqué. Non, mais Yacine, ça ne peut pas être compliqué. Là, j'essaie de comprendre. Même si Alain Giresse n'est pas là au Mali, on prend l'exemple du Mali, il y a quand même des techniciens au Mali pour faire les matchs amicaux. Et ce que j'ai envie de dire, en 2013, en 2012, Giresse a amené le Mali médaille de bronze. Et là, on ne disait pas qu'il n'était pas un bon entraîneur. Donc c'est pour ça que moi, je relativise la chose en disant que c'est un ensemble qu'il faut prendre en compte, qu'il faut analyser pour pouvoir situer les responsabilités. Mais moi, je refuse de mettre uniquement la responsabilité sur Alain Giresse. D'accord. Tout le monde. Mais c'est le premier responsable. C'est le premier responsable du côté technique de la sélection. C'est ce que j'ai dit au début, j'ai dit c'est collectif. Tout simplement. Bon, nous allons enchaîner. Alain Giresse nous regarde, Yacine. Alors bon, Cameroun et Égypte, vous le savez, les supporters sont chauds comme une bouillotte. Viviane Baoken a promené son micro quelque part à Yaoundé. Nous regardons.
On va donner 2 buts aux Égyptiens et ils auront 0 et ils n'auront que à revivre ce qu'on avait vécu les années passées. C'est déjà 2 fois de plus que nous avons, n'est-ce pas, à livrer, c'est-à-dire une phase finale contre l'Égypte. Et l'Égypte nous a toujours battus. Mais je crois que cette fois-ci, cela ne sera plus coutume. Nous allons, n'est-ce pas, renverser la tendance. Ils peuvent nous ramener le trophée. Il est vrai que le match peut être difficile, mais impossible n'est pas camerounais. Les Lions vont gagner l'Égypte 4-0 parce que les Lions, il y a Ondoa qui est le meilleur gardien d'Afrique là. Oh, c'était vraiment fantastique parce qu'on ne s'attendait pas. Ils ont fait de très bels spectacles. Je souhaite qu'ils gagnent le match de demain, au moins 15-0. Depuis les années aujourd'hui, ils ne gagnent pas, donc ça fait une joie pour la nation. À la finale, vraiment, nous souhaitons vraiment que cette finale soit à nous et que ça passe même à 2-1 si c'est possible. Voilà, messieurs, vraiment, donc la tension monte. Il faut vivre ça, bien entendu. Et puis, je pense qu'un peu partout au Cameroun, dans les bars, ils vont regarder ensemble en groupe pour pouvoir faire la fête si le Cameroun gagne, bien sûr. Mais en Égypte aussi, l'Égypte n'a pas dit son dernier mot. Il faut faire attention quand même, Yacine, à l'Égypte. L'Égypte n'a pas dit son dernier mot. Et depuis le début de la CAN, c'est l'équipe qui a produit le plus beau football, le plus complet. Voilà. On va y revenir dans la 3e partie, bien entendu, de cette émission. Une virgule pour passer au plus du magazine. Et donc, cette 31e édition de la CAN qui prend fin ce dimanche 5 février avec la finale au sommet, donc on le rappelle, qui oppose l'Égypte au Cameroun. Au cours de cette compétition, plusieurs équipes ont marqué aussi de leur empreinte. N'oublions pas le travail des entraîneurs, aussi de leur staff. Les équipes qui ont marqué cette CAN, justement, eh bien, nous allons voir le dossier qui a été préparé et qui est présenté par Ibrahima Djoumaba de la rédaction d'Africa 24. La 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football prend fin ce dimanche 5 février 2017 à Libreville, la capitale du Gabon. Au cours de cette compétition, plusieurs équipes ont créé la sensation lors des matchs de groupe, mais aussi au second tour. Certains observateurs estiment tout de même que la hiérarchie a été respectée avec cette finale au sommet qui oppose les 2 équipes les plus titrées. Il y a des surprises, il y a des confirmations, il y a ceux qui ont produit du beau jeu. Il y a aussi des déceptions. Quand on prend justement les surprises, on peut parler des 3 demi-finalistes à part le Ghana, c'est-à-dire le Cameroun et l'Égypte, et surtout le Burkina Faso. Voilà 3 équipes qui ont su quand même comprendre un tout petit peu la conception de comment gagner une compétition. 3 équipes qui sont basées sur le collectif et qui tactiquement ont montré vraiment qu'ils avaient aujourd'hui le niveau. Parce que généralement, les équipes africaines, elles sont parfois solides, elles sont parfois techniques. Ça, on n'en discute pas, mais tactiquement, ça crée le défaut, ça pose problème. Si on prend l'exemple un peu sur la Coupe du Monde, c'est cet élément-là qui manquait vraiment aux équipes africaines. Première sensation forte, le Gabon, pays organisateur, a été sorti par le Cameroun. Cela n'était plus arrivé depuis la CAN 1994 en Tunisie. En quart de finale, la Tunisie est balayée par le Burkina Faso et le Sénégal stoppé dans son élan par cette équipe tactique du Cameroun. Malgré son élimination en quart de finale, la République démocratique du Congo a fait une compétition remarquable. Sur cette Coupe d'Afrique des Nations, on a remarqué que non seulement le Cameroun, mais l'Égypte également ont compris vraiment cette valeur qu'il faut aujourd'hui pour gagner une compétition. Il y a des équipes qui ont joué au ballon, le Sénégal, il y a la Guinée-Bissau, des équipes qui, pour le fan du football, c'est-à-dire qu'on regarde, qu'on peut prendre le plaisir de regarder, mais est-ce que ça suffit fondamentalement pour gagner une compétition? Cette Coupe d'Afrique des Nations de football nous a montré que vous pouvez jouer, mais que vous ne pouvez pas gagner. Il y a pour moi des équipes qui ont confirmé dans cette CAN, c'est le cas de la RDC, c'est le cas du Ghana. Les équipes du Zimbabwe et de l'Ouganda ont marqué leur retour à la CAN après plusieurs années d'absence. La surprise de cette 31e édition de la CAN reste tout de même la Guinée-Bissau qui s'est qualifiée devant la Zambie et qui a livré des matchs palpitants dans cette compétition, notamment en décrochant le match nul devant le Gabon en ouverture. Le Maroc, avec Hervé Renard, a montré de belles choses
tout comme la Tunisie. Les déceptions de la CAN restent l'Algérie et le champion en titre, la Côte d'Ivoire, qui ont été sortis dès le premier tour. Et puis maintenant, nous allons voir le tableau concernant chaque groupe après le premier tour. Et en groupe A, tout d'abord, pour vous confirmer que le Gabon a terminé 3e, ça vous le savez, mais avec 3 points. Et la Guinée-Bissau, 1 point. Dans le sujet, on disait que la Guinée-Bissau n'a pas été trop mauvaise pour sa première participation. Un petit mot, Thomas, sur cette Guinée-Bissau? Oui, c'est vrai qu'ils ont inquiété le Cameroun et le Gabon. Nous, on a su les prendre. On a gagné 2-0. Mais ils ont inquiété surtout le Gabon. Pour moi, c'est eux qui ont empêché le Gabon d'accéder au quart de finale, en fait. Oui, nous allons voir le groupe B maintenant pour constater aussi ce qu'on vous disait en début de deuxième partie d'émission. L'Algérie et le Zimbabwe qui terminent 3e et 4e, un échec considérable pour l'équipe de l'Algérie. Vous êtes un peu triste, Yacine, ou pas? Je ne suis pas peut-être le seul triste. Quand l'Algérie elle est absente, quand même, quand un pays comme l'Algérie, quand il est présent dans les dernières phases de phase finale de Coupe d'Afrique, ça crée beaucoup d'ambiance autour de la compétition. Mais il faut savoir que les Algériens sont très passionnés du football. Une grande déception. Mais bon, c'est ça le football, il faut accepter. Il y a un vainqueur et un vaincu. Je pense que la prochaine... Est-ce que cet échec ne va pas les enfoncer encore un peu plus la tête? Non, je pense que ça va... Il faut savoir, des fois, dans le football, quand on arrive au sommet, ça arrive qu'il y a une courbe descendante. Je pense que là, il y a des choses qui sont en train de se passer au pays. Je pense que les politiques vont certainement se mêler pour voir ce qui n'allait pas jusqu'à aujourd'hui. Même si le bilan du président de la fédération, M. Lorawa, on peut dire qu'il est positif sur les 14 ans de son règne. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut tourner. Le moment est arrivé pour tourner cette page. Et parce que quand on voit les moyens dont dispose la Fédération algérienne de football, on ne peut pas se permettre d'être éliminé au premier tour d'une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons passer au groupe C. Oui, Thomas. L'Algérie, il doit quand même se réjouir de leur parcours, hein, parce que ça faisait un moment qu'ils n'étaient même pas venus à la CAN. Ouais. Ils doivent se réjouir de cette place. Ouais, un peu, je veux dire. Parce que ça faisait un moment que même les éliminatoires, et l'Algérie n'arrivait même pas à se qualifier pour la CAN. Ah non, l'Algérie a toujours été présente à la CAN. Ah ouais, avant la Coupe du Monde où ils ont été, et même c'était de justesse, hein, parce qu'ils ont été battus chez nous au Burkina Faso 3-2. Et voilà, ils nous ont gagné chez eux 1-0. C'est ça le football. Donc c'était limite. Et bien avant ça, je pense qu'il y a eu... Ça n'était pas limite. Le match qui s'est déroulé à Blida, on a gagné 1-0. C'est des fois le football, on peut marquer un but, mais ils pouvaient marquer même 4, 5, 6 buts. Nous aussi d'ailleurs, on a raté un pénalty au match aller. C'est l'Algérie qui est partie au mondial. Ouais. Ils ont fait le deuxième tour du mondial. Ce que je pourrais dire par rapport à l'Algérie, c'est que... parlant du bilan du président, moi j'aurais aimé avoir une Algérie championne d'Afrique avec toute cette génération de joueurs. C'est ce qui lui manque. J'aurais voulu qu'elle ait ça pour qu'elle puisse atteindre ce sommet du football africain en fait. Parce qu'aujourd'hui, on sent que cette équipe algérienne, elle est plus européenne qu'africaine. Et c'est ça le problème c'est comme toutes les sélections africaines. C'est pas la même. Parce que quand je dis ça, parce que la politique de l'Algérie, ça a été de miser sur les binationaux. Et malheureusement, ça n'a pas marché pour le président, même si... Ça n'a pas marché, les binationaux, ils ont bien emmené l'Algérie au deuxième tour de Coupe du Monde. Ils ont failli battre la plus grande équipe du monde, l'Allemagne. Ils l'ont pas battu. Ils l'ont pas battu. Mais avec les binationaux, peu importe. Ils l'ont pas battu. Ils l'ont pas battu. Et depuis cette Coupe du Monde-là, l'Algérie ne fait que s'enfoncer. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en opposition à cela, les clubs algériens... Les clubs algériens, je terminerai par ça, les clubs algériens sont performants sur le plan africain. Donc, si aujourd'hui on voit des clubs algériens, dont la majorité c'est des joueurs algériens, sont performants sur le plan africain, et que l'équipe nationale n'est pas performante sur le plan africain, et sachant qu'on a misé sur les binationaux, je pense qu'il faut faire en sorte qu'il y ait plus de joueurs formés en Algérie ou des joueurs qui jouent dans le championnat algérien, qui soient dans l'équipe nationale, que de prendre des binationaux qui, pour certains ne sont pas autant motivés pour aller jouer pour cette sélection algérienne. Ça, c'est une réalité. Merci, on va y revenir peut-être. C'est une réalité. Tout à fait, c'est une réalité. Quand il vient jouer pour l'Algérie, binational ou pas, c'est une réalité. un Algérien, c'est un Algérien. Le discours
discours, vous avez dit le discours rentre par là, il sort par là. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un problème. Quand il y avait Vaïd Alilouzic, pour moi, quand il y avait Christian Gourcuff, une équipe algérienne qui a été à ce niveau de la Coupe du Monde ne doit pas faire 2 CAN sans au moins passer en demi-finale. C'est pas possible. Merci Mohamed. Nous allons voir 2 derniers tableaux. Nous remettons l'antenne. C'est le groupe C avec Côte d'Ivoire et Togo qui termine donc 3e et 4e. Et puis le groupe D, Mali et Ouganda qui termine donc 3e et 4e. Bon, Yacine, vous avez constaté quand même que Mohamed suit de près tout le football africain. Et je pense qu'il faut vraiment tenir compte de ces propos parce que sinon, ça va continuer à se dramatiser. Qui est développé en Algérie depuis quelques années, ce problème de binationaux. Moi, je ne dirais pas c'est des binationaux. Les joueurs, quand ils décident de jouer pour l'Algérie, c'est un Algérien et point barre, tout simplement. Ce sont des Algériens. On y revient ils défendent les couleurs de l'Algérie et pas dans notre pays. On revient tout à l'heure dans la 3e partie. À tout de suite.